Journée mondiale de l'alimentation, le Mali a commémoré l'événement à Ouélé-Sébougou. Les coopératives agricoles nourrissent le monde, c'est le thème retenu, avec pour objectif de permettre aux producteurs de profiter pleinement des fruits de leur travail. En zone office du Niger, les travaux d'aménagement des 2500 hectares dans le casier rizicole de Béouani vont se poursuivre. L'Union européenne a décidé de maintenir son financement de 13 milliards de francs CFA. Le chef de la délégation du Mali s'est rendu sur place pour constater la reprise des travaux. Le site de dépôt d'ordures derrière l'hôpital mère-enfant le Luxembourg à Amdalaï sera désormais un dépôt de transit. Depuis hier, le quartier dispose d'un bac à ordures qui a coûté 24 millions de francs CFA au grand soulagement de la population. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de la République par intérim a accordé ce mardi 2 audiences. Djankounda Traoré a d'abord reçu une délégation biélorusse accompagnée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ensuite, c'était au tour du chef des griots du Mali, Ousmane Soumano, d'être reçu. Les détails des entrevues, c'est avec Nyanya Aliou Traoré. La reconquête du nord du Mali se matérialise de jour en jour. Pour cela, les autorités du pays sont à pied d'œuvre. C'est dans cet élan que le ministre de la Défense et des anciens combattants a conduit une délégation biélorusse auprès du président de la République par intérim. La délégation était venue proposer aux forces armées des matériels de pointe. À seulement 30 minutes d'intervalle, le président Djankounda a reçu, après la délégation biélorusse, le chef des griots du Mali, Ousmane Soumano, pour plus d'1 heure d'entrevue. Le représentant des maîtres de la parole et sa suite étaient là dans le cadre d'une possible réconciliation entre les bérets rouges et les bérets verts. Le chef des griots du Mali a été approché par les militaires, les bérets rouges et puis les imams de Djikroni Para et les autres corps d'élite. Donc juste c'est pour une réconciliation entre les différents groupes militaires. Le président, il était vraiment favorable par rapport à ce dossier. Bon, il est vraiment d'accord et il dit que lui n'attendait que cela. À sa sortie d'audience, le chef des griots s'est dit confiant quant à l'avenir du Mali. Au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de compassion au président de la République islamique de Mauritanie suite à l'incident dont son cortège a été la cible. Djankounda Traoré lui a souhaité un prompt rétablissement en son nom propre et au nom du peuple du Mali. Le président Traoré a également adressé un message de condoléances à Sa Majesté le roi du Cambodge suite au décès de Sa Majesté Norodom Sihanouk. Le président a exprimé la profonde solidarité et les sincères condoléances du peuple malien au peuple cambodgien. Le Premier ministre a regagné Bamako ce matin en provenance de Pretoria en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement a rencontré le président Jacob Zuma pour lui faire le point de la situation au Mali. Cheikh Modibo Diarra entend mobiliser tous les pays à accompagner le Mali pour la reconquête du territoire occupé et pour la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Cela après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Le Premier ministre s'est exprimé à l'aéroport Bamako-Sénou au micro de Ibrahima Traoré. Les Nations Unies ont répondu à notre requête avec la résolution 2071. Le problème que nous avons au Mali ici dépasse le Mali et concerne le monde entier. Et surtout, cette requête et la réponse à la requête, c'est-à-dire la résolution, nous montre que le Mali peut compter sur ses amis. Donc, j'aimerais simplement dire que nous restons fidèles à nos engagements de vouloir discuter avec nos compatriotes qui reconnaissent non seulement l'intégrité de notre territoire, mais aussi la laïcité de l'État, mais aussi dire à nos compatriotes qui sont dans les territoires occupés que je ne les abandonnerai jamais, comme je vous l'ai dit. Alors, ceci étant, maintenant que nous avons une résolution, il est important de savoir qu'une résolution des Nations Unies
n'est pas quelque chose de facultatif. C'est obligatoire pour tous les États membres, n'est-ce pas, des Nations Unies. Donc ce voyage en Afrique du Sud est une première étape de mobilisation de tous les pays, et j'espère surtout que dans cette entreprise qui va se dérouler sous l'égide des Nations Unies, que l'Union africaine vraiment jouera un rôle de premier plan. Quelle a été sa réaction concrètement du président sud-africain? C'est-à-dire que déjà la résolution 2071 a été adoptée à l'unanimité, ce qui veut dire que l'Afrique du Sud, qui est un membre du Conseil de sécurité, donc est pour notre requête. Alors, il s'agissait pour moi de donner dans un détail beaucoup plus raffiné la situation du pays au président Zuma, et de lui donner surtout des informations à l'avance pour que la réaction africaine puisse être rapide. Donc nous allons préparer tranquillement, mais vraiment avec beaucoup d'attention, tout ce que nous devons préparer pour libérer le pays. Et en même temps, en parallèle, nous allons essayer de mettre en place maintenant des ponts pour pouvoir négocier les 45 jours que le secrétaire général des Nations Unies nous a donné, justement servent d'opportunité pour ceux qui veulent négocier en bonne foi de venir, pour qu'on puisse démarrer ces négociations. À l'instant, le Premier ministre qui a regagné Bamako ce matin en provenance de Pretoria, en Afrique du Sud. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Zul Hijja ou Selibakalo n'a pas été aperçu le lundi 15 octobre 2012. En conséquence, le mois lunaire Zul Hijja ou Selibakalo débutera le mercredi 17 octobre 2012 et la fête de Tabaski Aïd el-Kébir sera célébrée en République du Mali le vendredi 26 octobre 2012 sur toute l'étendue du territoire national. La fête de Tabaski sera donc célébrée le vendredi 26 octobre au Mali. C'est la conclusion de la Commission nationale d'observation de la Lune. Vous aurez plus de détails après ce journal avec les membres de la Commission, et ils seront interrogés par Omar Keïta et Moussa Baba Silla. La 32e édition de la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée aujourd'hui 16 octobre à Welesebugu. Les coopératives agricoles nourrissent le monde est le thème retenu. La journée a mobilisé 5 membres du gouvernement, dont le Ditoumou, pour prendre part aux activités de la journée dominées par des expositions et d'une démonstration culinaire. Tiemoko Sagara était à Welesebugu, son reportage. Ni la chaleur, ni les multiples travaux champêtres n'ont empêché les populations de Welesebugu à sortir massivement ce mardi matin. Il les fallait bien, car il s'agissait pour elles d'accueillir 5 membres du gouvernement et les organisations paysannes de toutes les régions du Mali, venus ici pour la Journée mondiale de l'alimentation, dont le thème cette année est « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Il met en relief le rôle des coopératives dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et leur contribution à l'éradication de la faim. La décision de l'Assemblée générale de l'ONU de proclamer 2012 année internationale des coopératives marque également l'intérêt des Nations Unies pour les coopératives et les autres organisations socio-professionnelles rurales. Les différents groupements de coopératives ont profité de cette journée pour évoquer leur potentialité et les difficultés qu'ils vivent. Par campagne, nous mettons sur le marché 5000 tonnes de céréales. Donc, selon les chiffres même de la FAO, donc une personne pour se nourrir vraiment a besoin de près de 250 kg par an. Donc, si je fais un calcul mental, donc 5000 tonnes, je divise par 215 kg. Donc, ça fait banalement 20 000 membres. 20 000 personnes que nous nourrissons. Selon Yass Samake, le choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie est une marque de considération, et cela interpelle tous les responsables locaux et les encourage à persévérer dans l'effort pour obtenir de meilleurs résultats. La coopérative génère près de 100 millions d'emplois dans le monde, soit 20% de plus que les entreprises multinationales. En 2008,
Les 300 principales coopératives représentaient un chiffre d'affaires cumulé de 1100 milliards de dollars américains. La journée a pris fin par la visite des stands et la démonstration culinaire. Sur le communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 4 a porté à votre attention, durant le mois de juillet 2012, de graves incidents sont intervenus entre des membres de l'association des élèves et étudiants du Mali AIM. Des altercations s'en suivront, occasionnant de graves blessures, des dommages divers et des atteintes à la propriété comme des faits de vol qualifiés. Les faits dont le tribunal de première instance de la commune 4 est saisi sont d'une extrême gravité. La justice a décidé de poursuivre les personnes impliquées dans la perpétration des infractions. L'affaire est en cours d'instruction devant le juge instructeur et des personnes ont été régulièrement interpellées et placées sous mandat de dépôt dans ce cadre. Tout en mettant en évidence la présomption d'innocence, le procureur de la République de la commune 4 tient à préciser que force devant rester à la loi, l'action judiciaire suivra son cours normal pour que l'impunité soit à jamais bannie dans notre pays. Oxfam, Grande-Bretagne et deux de nos artistes musiciens, Vieux Farka Touré et Ibawan, ont animé une conférence de presse hier à l'hôtel Mondé pour venir en aide aux populations démunies de la région de Caille et d'autres zones fragiles sur l'étendue du territoire national. Cette conférence de presse a été initiée pour impliquer la presse et les bonnes volontés qui voudraient bien s'associer à cette noble cause. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. Suite à la faible pluviométrie de 2011, le Sahel souffre d'un déficit de culture et de pâturage. Cette situation est aggravée par une forte hausse des prix des denrées alimentaires. En partenariat avec Oxfam Grande-Bretagne, deux de nos artistes musiciens, Vieux Farka Touré et Ibawan, s'engagent désormais à lutter contre la faim, la malnutrition et l'exode rural qui en résulte. Ils en ont eu l'initiative suite à une visite dans un village appelé Melo, dans la commune de Sero-Diamano, dans la région de Caille. Cette conférence organisée pour la circonstance est un cri de cœur à l'endroit de la presse ou toute autre bonne volonté susceptible d'aider les populations fragilisées. Cette conférence est un départ. Parce que si deux artistes maliens se sont engagés, ça veut dire que d'autres pourront les voir et s'engager à nouveau. Et je le rappelle, la crise n'est pas seulement malienne, elle est ouest-africaine, elle est sahélienne. 18,7 millions de personnes sont touchées par cette crise alimentaire. Donc si des artistes maliens s'engagent, ça veut dire que dans d'autres pays, d'autres artistes vont s'engager. C'est ce que mon père m'a toujours appris en fait, aider les autres. Comme on ne peut pas les aider en leur donnant 1000 francs, 2000 francs, on est obligé de passer par des organismes. C'est en faisant une publication, en les aidant à faire leur boulot, en les aidant à aller loin, je crois que vraiment c'est quelque chose qui est intéressant en fait. Pour moi, c'est une manière pour aider mon pays, pour arrêter ce phénomène, c'est-à-dire cette famille-là. Oxfam opère au Mali depuis plus de 25 ans avec des projets de développement en milieu rural pour la lutte contre la malnutrition et les maladies d'origine hydrique. Durant les 6 mois à venir, elle se propose d'aider environ 160 000 personnes sur l'étendue de notre territoire. En zone office du Niger, pas de blocage au niveau des travaux d'aménagement des 2500 hectares dans le casier risicole de Béouani. Le constat a été fait ce matin par le chef de la délégation de l'Union européenne qui était sur le site du projet. Richard Zank a pu constater le bon déroulement des travaux dont le coût s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA financés par le Fonds européen. Kandesila nous en dit plus. En visitant le site de Mbéouani, l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de 2500 hectares dans le bloc 2 de cette zone de production de l'Office du Niger. Les travaux concernent d'une part les aménagements des superficies et des ouvrages annexes et d'autre part la réalisation de 42 km de drains collecteurs dans le Kala supérieur, de digues de protection et pistes de desserte. L'état d'avancement des travaux à nos jours est de 66% sur une consommation de délai de 63%. Donc il y a une avance de 3% par rapport au délai. Le représentant de l'Union européenne au Mali s'est réjoui de l'effectivité de la mise en œuvre de ce projet qui permettra à l'Office du Niger d'augmenter ses superficies
et du coup réduire l'impact de la pauvreté. Dans 6 mois, les travaux de drainage vont se terminer. Un peu plus tard, les travaux d'irrigation vont se terminer aussi. Ça va permettre d'augmenter la production du riz d'à peu près 10 000 tonnes par an, ce qui est une quantité énorme. Et ça va bénéficier au pays, ça va donner pour la sécurité alimentaire et ça va promouvoir l'agriculture de petits paysans. Notons que le projet d'aménagement du bloc 2 d'Mbéouani est un programme mis en œuvre conjointement par le gouvernement du Mali et la Commission européenne. Le projet se situe dans le cadre du 10e FED. Son coût est d'environ 13 milliards de francs CFA. Auparavant, le responsable du bloc européen s'était fait une vue d'ensemble sur l'Office du Niger à travers une projection qui s'est déroulée à la direction générale de l'Office du Niger. Le directeur national de l'hydraulique, président de la commission gestion des eaux de la retenue de Séléngué, communique. La campagne d'hivernage de l'année 2012 a été caractérisée par une pluviométrie normale à excédentaire sur l'ensemble du pays et de la sous-région, provoquant des crues relativement fortes. La crue a connu un caractère quasi exceptionnel sur le Bani, où la montée se poursuit toujours à la station de Douna à la date du 15 octobre 2012. Depuis le 23 août 2012, la Société énergie du Mali a procédé à l'ouverture partielle des vannes du barrage de Séléngué en vue de la sécurisation de l'ouvrage et l'écrêtage de la crue dans le haut du bassin du Sankarani. Cette situation a contribué à rehausser les niveaux d'eau du fleuve Niger en aval et spécifiquement dans la commune urbaine de Mopti en aval où le niveau d'eau à la date du 15 octobre est de 6,47 mètres contre 5,38 mètres l'année dernière et une cote d'alerte d'inondation de 6,50 mètres. Aussi, compte tenu de l'importance des apports enregistrés dans le bassin du Bani, la tendance actuelle de la montée du niveau d'eau du fleuve Niger à Mopti au cours des 3 derniers jours est de 3 cm par jour. Si la tendance actuelle de montée de niveau dans le bassin du Bani se maintient, cette situation pourrait provoquer l'inondation de la ville de Mopti et compromettre la production de certains casiers de l'office riz Mopti. Par conséquent, les usagers et les populations riveraines du fleuve Niger à Mopti et aval sont invités à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. Alors, nous étions dans la région de Ségou, nous y restons, où le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière vient de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques de la circulation routière. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de sécurité routière qui vise à promouvoir le port du casque et à réduire le taux des accidents. De Ségou, le compte-rendu de Brahima Koné. C'est à Niono que la caravane de la sécurité routière a connu son épilogue. Cette activité est une initiative du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALIR. Elle s'inscrit dans la dynamique de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures routières. L'événement aura permis de sillonner les grandes artères et les lieux publics des villes de Ségou, Yankasso, Bla, San, Markala et Niono pour un seul but, celui de véhiculer des messages d'éveil de conscience pour un changement de comportement dans la circulation routière. Qu'il s'agisse du port du casque, qui est quand même le sujet d'actualité, qu'il s'agisse du transport mixte, qu'il s'agisse de la conduite des véhicules en état d'ébriété, qu'il s'agisse de la consommation de l'alcool, des stupéfiants, ou de l'occupation du domaine routier, toutes choses qui peuvent être des facteurs aggravants de la circulation routière en termes d'accidents. Le 1er octobre, nous étions à 23% de port de casque. Donc ça veut dire que les informations que nous donnons, les actions que nous menons commencent à rapporter. Cette caravane a suscité une vague de solidarité envers les usagers de la route. Certains ont bénéficié des casques et d'autres des supports leur permettant de mieux comprendre le code de la route. L'importance du casque, ça protège l'individu contre les accidents, surtout les fractures crâniennes. Ceux qui roulent sans casque, vraiment, ils risquent beaucoup de dangers. Le port du casque, désormais, doit être une réalité pour nous tous. Moi, je pense que même dans les véhicules, parce qu'on a vu certains cas d'accidents où la tête a cogné une partie du véhicule et les gens ne s'en sortent pas.
Des jeux concours, des simulations de conditionnement des accidentés, des témoignages sur l'importance du port du casque, des chansons éducatives, bref, que d'activités de masse pour édifier les populations de la région de Ségou sur les bonnes pratiques de la circulation routière. Allons à présent en 5e région où a pris fin samedi dernier la 17e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali. Parmi les activités de la session, on peut retenir le bilan de l'équipe sortante et l'élection de la nouvelle équipe 2013. Le reportage de Jules Sambou Sissoko. Un modèle de démocratie a été illuminé par les lampions de la 17e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Mali à Mopti, à savoir l'élection de la nouvelle équipe 2013, présidée par un certain Dr Youssouf Diawara de Mopti, passation de la chaîne, prestation de serment et le flambeau de la 17e Mali sera porté plus haut en 2013. Pour accompagner toutes les organisations aujourd'hui au niveau du Mali pour nous permettre d'évoluer sereinement et faire face au nombre de défis qui s'offrent à nous. Les défis de la croissance, les défis de la formation, les défis de l'engagement citoyen, j'en suis convaincu. Les autorités régionales et nationales ont salué la réussite de cette convention et n'ont sans réaffirmer leur soutien et leur disponibilité à la JCI Mali, laquelle a exécuté son programme d'activité de 2012 à 80%, avec mention bien sous la houlette de la présidente Maïga Adjaratou Cham, candidate à la vice-présidence internationale en 2013. Dans votre challenge de convoiter la vice-présidence internationale, soyez-en rassurés, dans la mesure des possibilités du département de la jeunesse et des sports, vous serez accompagnés. L'intronisation des 10 nouveaux membres et la récompense des meilleurs OLM et JC ont également meublé cette manifestation au label bien connu. Parlons à présent du pèlerinage. Nous nous intéressons au rôle que joue le consulat général du Mali sur place. En effet, le consulat est impliqué dans tout le processus du Hajj, à commencer par la phase préparatoire jusqu'à l'accomplissement du pèlerinage. Pour mieux comprendre son rôle, écoutons le consul du Mali à Djeddah au micro de nos envoyés spéciaux Mamadou Niaman Diarra et Karunga Konati. Le consulat est membre la Commission nationale d'encadrement du pèlerinage. C'est dire que nous jouons un rôle prépondérant dans l'organisation du Hajj, dans la mesure où nous servons d'interface entre les autorités saoudiennes et les autorités maliennes, notamment à travers l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères saoudien, le ministère du Hajj, et les différents organismes qui contribuent à l'organisation du Hajj, notamment le Mouassassa qu'on appelle le guide des pèlerins africains non arabes. Chaque année, le ministre du Hajj convie en réunion chaque pays. Voilà à l'instant Ousmane Diakité, consul du Mali à Djeddah. Hors de nos frontières toujours, l'insécurité perdure en Côte d'Ivoire. Des démolitions de constructions anarchiques à Abidjan ont occasionné des manifestations au moment où la capitale a été la proie de nouvelles attaques armées dans la nuit de dimanche à lundi, dont l'une a visé pour la première fois une infrastructure sensible. Il s'agit d'une centrale thermique en plein cœur d'Abidjan qui a subi de sérieux dégâts. À Bobo, quartier populaire d'Abidjan, un des épicentres de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Lundi, une opération de police visait à libérer les voies occupées par des marchands ambulants autour du grand marché. Un déguerpissement. Donc dis à tes camarades de se calmer, nous on va faire le déguerpissement. Donc mon commandant, ce que vous venez de dire, on a bien compris. Nous on ne peut pas s'opposer à vous. Mais on nous a demandé quoi? De chercher à rencontrer monsieur le maire pour pouvoir discuter avec lui, nous donner un site où quand même on peut se caser. Contestée par les commerçants et les jeunes, l'opération d'évacuation se termine en bataille rangée entre les habitants du quartier et les forces de l'ordre. Tir au fusil mitrailleur du côté des habitants, manière de rappeler aux autorités que des armes de guerre circulent encore dans les quartiers.
C'est nous, on a pris les armes aux choses à Bobo ici pour pouvoir combattre Babo. Le même quand il était en difficulté ici, c'est nous on l'a fait sortir. Tu n'as rien laissé pour la jeunesse d'Abobo, et puis tu veux venir casser cette gare là encore. Le maire d'Abobo est également ministre de l'énergie dans le gouvernement actuel. Adama Tungara devait gérer en même temps l'attaque d'une centrale thermique par des inconnus armés dans la nuit de dimanche à lundi. Les dégâts sont sérieux, endommagés par une grenade. Une turbine sur laquelle repose 15% de la demande nationale en énergie a dû être arrêtée. Il n'y aura pas de délestage dû aux dégâts quand même que nous avons estimé qui semble être important. 10 personnes ont été arrêtées, certaines d'entre elles portaient des tenues militaires. La centrale d'Azito, une infrastructure ultra sensible attaquée en plein cœur d'Abidjan, c'est un nouveau palier dans l'insécurité. Depuis le mois d'août, la police, la gendarmerie, l'armée, les forces de l'ordre sont défiées dans la capitale économique ivoirienne. En République démocratique du Congo, un député de l'opposition affirme avoir été séquestré pendant 3 mois. Eugène Diomine Dongala, lui-même accusé de viol, a accusé hier les autorités de l'avoir mis au secret pendant 3 mois, puis de l'avoir relâché de peur d'être mis en cause lors du sommet de la francophonie qui vient de se tenir. Le député de l'opposition Eugène Diomine Dongala est désormais barbu. C'est une marque, dit-il, de ses 100 jours de détention. Devant quelques journalistes venus le rencontrer à son domicile de Kinshasa, l'opposant raconte qu'il a été enlevé par les services de sécurité le 27 juin, puis détenu au secret dans 3 endroits différents où il aurait été interrogé, avec violence. J'ai des gonflements au dos suite au matraque. Pour lui, sa libération dans la nuit du 11 octobre n'a rien d'un hasard. Elle est intervenue juste à la veille du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. J'apprendrai que le mardi, là, le président français avait fait une grande déclaration qui les a peut-être perturbés, qui a fait qu'ils puissent précipitamment aussi me libérer, parce qu'ils craignaient que si ce cas-là restait comme ça, pendant la francophonie, on allait focaliser l'attention sur ces cas-là. Je crois que c'est ça. Eugène Diomine Dongala est un virulent opposant contre le régime de Joseph Kabila. Le président de la démocratie chrétienne, son parti, avait fait campagne en faveur de la candidature d'Étienne Tshisekedi lors de la présidentielle de novembre 2011. Étienne Tshisekedi, c'est le président légitime que les Congolais ont voté lors du scrutin du 28 novembre 2011. C'est Étienne Tshisekedi qui est le véritable président de ce pays. Les Congolais le savent. Et le fait que nous le disons très haut, nous devenons gênants. Des accusations balayées par les autorités de Kinshasa, qui nient catégoriquement le récit de sa captivité. Selon le porte-parole du gouvernement, l'opposant était en cavale pour échapper à la justice, qui le recherche pour fait de viol sur mineurs. Eugène Diomine Dongala a été placé sous surveillance et n'aura pas le droit de sortir du pays. Retour à l'actualité nationale, 200 personnes handicapées déplacées des régions du nord du Mali ont reçu cet après-midi 4 tonnes de riz. Le don est du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le geste entre dans le cadre de la 18e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise symbolique effectuée par le ministre lui-même s'est déroulée à la direction de la Fédération malienne des personnes handicapées. À l'occasion, Madame Fatoumata Abdoulaye, handicapée de Tombouctou, a reçu un tricycle des mains du président de la fédération. Au cours de la cérémonie, à titre de reconnaissance, les personnes handicapées ont remis un diplôme spécial au guide spirituel des soufis, Cheikh Bilal Diallo. Diplôme qui fait désormais de lui l'ambassadeur des personnes handicapées. Très satisfaits, les bénéficiaires ont remercié le ministre pour tous les efforts consentis en faveur des personnes handicapées du Mali.
La journée du lavage des mains au savon a été célébrée hier, un geste simple qui permet d'éviter environ 90% des maladies diarrhéiques. La caravane de presse de la campagne Tous et Chacun a procédé à une démonstration et à des explications à l'école de Dalibera dans le cercle de Djema. Dans ce village et dans 5 autres, Save Children a sauvé la campagne agricole en cours en fournissant au cheptel de l'aliment bétail. Un geste qui a contribué à renforcer la sécurité alimentaire dans la localité. Les explications de nos envoyés spéciaux Aboubakar Traoré et Tessira Dambélé. Les paysans du village de Dalibera dans le cercle de Djema en parlent aujourd'hui, la joie sur le visage. Leur bétail, y compris les bœufs de labour, étaient dans une situation alimentaire très critique il y a 6 mois. Très chétifs à cause du manque de nourriture, certains avaient de la peine à se tenir debout, faisant peser une menace sur les travaux champêtres. Mais Save the Children est venu fournir de l'aliment bétail à 60 ménages du village, contribuant à renforcer leur capacité face aux travaux champêtres. Avec la mauvaise campagne agricole qui vient d'écouler, les animaux n'avaient pas à manger. Et avec l'intervention de Save the Children, ils ont bénéficié de l'aliment bétail et qui a permis quand même aux animaux de se tenir debout pour pouvoir aller cultiver. Au total, 500 bénéficiaires de 6 villages du cercle de Djema ont bénéficié de ce type d'appui. Et quand il y a de l'espoir pour la sécurité alimentaire, il faut songer à se protéger contre les maladies. La Direction nationale de la santé a procédé à des démonstrations de techniques de lavage des mains au savon. Objet de campagne de sensibilisation, le lavage des mains au savon avant de préparer, avant de manger ou de donner à manger aux sorties des toilettes et chaque fois qu'on estime que nos mains ne sont pas propres, permet d'éviter environ 90% des maladies diarrhéiques très fréquentes au Mali, surtout chez les enfants. Nous restons dans le cadre de la journée mondiale du lavage des mains au savon. WaterAid, partenaire du gouvernement malien, a remis cet après-midi des kits composés de dispositifs de lavage des mains, des flacons de savon liquide et des cartons de savon au centre de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolé. L'objectif recherché par WaterAid est de réduire l'incidence des maladies diarrhéiques chez les populations vulnérables. Reportage de Garibou, Pérou. Les droits de l'homme ne doivent pas s'arrêter aux portes des prisons. C'est dans ce contexte que WaterAid soutient la promotion de l'hygiène en milieu carcéral dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Le choix du centre de Bolé s'explique non seulement par notre souci d'équité et d'inclusion, qui sont des valeurs chères à WaterAid, mais aussi par notre volonté de collaborer avec le milieu carcéral dans le cadre de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. En organisant cette activité, WaterAid entend apporter sa contribution à la promotion des pratiques d'hygiène chez les femmes, les filles et les mineurs des centres de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolé. Le thème retenu pour cette année est le lavage des mains au savon, une pratique d'hygiène efficace pour la réduction du choléra et des autres maladies diarrhéiques. Une pièce de théâtre a été jouée par la troupe du centre sur le même thème en vue d'informer et de sensibiliser les populations. Remise de dons aux déplacés du Nord. À Caen, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a remis un lot d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux déplacés du Nord. Toujours dans la 4e région, l'artiste Babani Koné a offert la somme de 500 000 francs CFA aux déplacés. Les femmes de Kati et les élèves de Tanima ne sont pas oubliés. Cette fois, c'est l'association des juristes maliennes et le Rotaract Club de Liba qui volent au secours des déplacés du Nord. Voyons tout cela dans les brèves commenté par Rachel Tessougui. Dans la 4e région, Madame Alouata Ishata Saï, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, a procédé à la remise d'un important lot de matériel au groupement féminin de Caen. Ces matériels d'une valeur de 10 millions de francs CFA sont composés de 2 plateformes multifonctionnelles comprenant chacune une décortiqueuse, un moulin, un poste de soudure, 4 séchoirs, 20 tables-bancs et un lot de matériel de savonnerie. Ces équipements sont nécessaires au fonctionnement du centre d'autopromotion des femmes de Caen.
Nous restons à Ségou où l'artiste Babani Koné a apporté son soutien aux personnes déplacées du Nord en leur offrant la somme de 500 000 francs CFA. La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence du conseiller au gouvernorat de Ségou, Paki Kamate. Ce geste de générosité de Babani Koné traduit sa volonté d'accompagner et d'assister les frères déplacés du Nord. Après Ségou, direction Kati, où l'association des juristes maliennes vole au secours des femmes et des enfants déplacés du Nord. Elle vient de leur remettre des kits composés entre autres de pagnes, de moustiquaires, d'eau de javel et de savon. Pour la présidente de l'association des juristes maliennes, Dambélé Fatimata Doumbia, ce geste s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé « Protection et prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre ». Ce projet a été possible grâce à l'appui financier de l'ONU Femmes. Cette fois, c'est au tour des élèves de Tanima, dans la commune de Banguineda, de recevoir des dons. 175 élèves ont reçu des fournitures scolaires offertes par Rotaract Club Joliba de Bamako. D'une valeur de 600 000 francs CFA, ces fournitures contribuent à l'amélioration des conditions de travail des enfants de cette localité. La remise entre dans le cadre de l'exécution de l'action d'intérêt public du mandat 2012-2013 du Rotaract. Je vous l'annonçais dans les titres, le dépôt final d'Amdalaï, situé derrière l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, vient d'être transformé en dépôt de transit. Les travaux ont coûté 24 millions de francs CFA et le dépôt a été inauguré hier, lundi, par le ministre en charge de la décentralisation. Compte rendu Amadou Ouattara. Désormais, plus d'ordures en ce lieu situé au flanc de la colline à Amdalaï. Les autorités communales et l'ONG Agir ont ensemble trouvé une solution à cet épineux problème. Cet ouvrage, dont l'ONG Agir est le maître d'œuvre, est un maillon essentiel de la filière gestion des déchets solides et à ce titre, il constitue un outil de travail, mais aussi d'éducation dont il faut prendre grand soin. Le maire de la commune 4 a de son côté invité les usagers à plus de civisme. Ce n'est pas un dépôt d'ordures, c'est un dépôt de transit. Le dépôt de transit par essence veut dire pas d'entreposage des ordures. Le camion d'évacuation est là, on amène les ordures et on les met dans le camion d'évacuation. Et le camion d'évacuation donc amène les ordures vers le dépôt final. L'infrastructure qui a coûté 24 millions de francs CFA vient ainsi offrir un meilleur cadre de vie aux populations de la commune 4 et particulièrement celle de Amdalaï. La politique de décentralisation oblige les collectivités locales à offrir un cadre de vie meilleur aux populations. Compte tenu des moyens limités et de l'État et de ces collectivités, ces cadres ne peuvent avoir le jour sans la participation des partenaires. C'est pourquoi je tiens sincèrement à les remercier et à les féliciter. Un ouf de soulagement quand on sait que la gestion des déchets constitue un véritable casse-tête dans le district de Bamako. Parlant culture, l'univers Dogon se transporte à l'Institut français à travers une exposition présentée par l'artiste plasticien Suleiman Wologem. Regard sur le monde Dogon, thème original de l'événement, est une collection de 25 toiles décrivant l'architecture, les traditions et les idéogrammes Dogon. Cette exposition intervient dans le cadre d'une journée spéciale consacrée à la culture et à l'artisanat Dogon à l'Institut français. La réaction des premiers visiteurs avec Aboubakar Maïga. L'artiste plasticien malien Suleiman Wologem dévoile sa façon de percevoir l'univers Dogon à travers la peinture. Il a choisi 25 de ses meilleures toiles pour exhiber la richesse de sa culture maternelle ici sur les murs de l'Institut français. Très talentueusement réalisés, ces tableaux sont surtout axés sur les symboles ou les écritures Dogon. Ce signe-là veut dire quelque chose. Seulement, il y a des tableaux aussi semi-figuratifs. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas lire. Mais vous avez une idée là-dessus. Ici, j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture Dogon, qu'on appelle Guina.
Guinée, c'est une grande famille. Exposition donne ainsi un avant-goût des activités de la semaine Dogon prévue à partir du 20 octobre au même endroit. Occasion pour les quelques rares touristes de se rapprocher de l'univers Dogon. Il n'a pas fait juste une photocopie de ces objets, mais il a utilisé ça dans une composition pour donner une nouvelle dimension à cela. Et c'est ce qui est intéressant. Quand je vois certaines photos, tout de suite je comprends. Mais ceux qui ne sont pas là aussi, ça les informe aussi et ça peut les inciter d'aller voir qu'est-ce qui est le vrai pays Dogon. Il y a toujours une fascination des Français pour la culture Dogon. On l'a vu avec l'exposition l'année dernière à Paris, qui a eu un grand succès au musée du Quai Branly. Là, malheureusement, en raison des circonstances, comme l'a dit Lucien Roux, on ne peut pas aller en pays Dogon, donc on le fait venir un petit peu à nous. Et je crois que ça séduira quand même une bonne partie de la communauté française, mais pas seulement. Parce que quand je discute avec mes amis européens, ils partagent, je dirais, le même intérêt. L'exposition reste accessible au grand public à l'Institut français jusqu'au 31 octobre prochain. Voilà, vous aussi faites-y un tour pour découvrir l'art Dogon. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve pour celle du soir. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord qui vivent sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonsoir.